Bonjour à tous, bienvenue au cours de tolérance dimensionnelle et géométrique. Aujourd'hui, nous allons parler au chapitre 3. Nous allons faire une introduction aux tolérances géométriques. Donc, la question à laquelle on va répondre dans ce cours, c'est pourquoi on doit utiliser une autre façon de coter. Pour répondre à la question, je vais vous donner un exemple qui constitue un dessin de détail, de fabrication, qui ressemble beaucoup à un frein à disque. Sur cette pièce-là, vous remarquez qu'il y a plusieurs tolérances qui sont identifiées, donc des tolérances dimensionnelles. Et puis, avec ce dessin-là, dans le fond, on pourrait envoyer le dessin en fabrication et voici ce qu'on pourrait obtenir comme résultat. Donc, si on regarde la géométrie de la pièce, on se rend compte que ce n'est pas acceptable du tout, donc la pièce est très déformée. Cependant, si je regarde indépendamment chaque dimension, par exemple, si je prends la 6.006, je me rends compte que cette mesure-là est dans les tolérances de ma pièce, okay, du dessin de détail qui a été décidé. Maintenant, si j'ai à avoir un recours contre le fabricant pour cette pièce-là, malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose parce que la pièce n'a pas été cotée avec des tolérances géométriques qui vont définir non seulement ses dimensions, mais sa forme. Donc, ses angles, sa géométrie en 3 dimensions. Donc, l'utilisation des codes géométriques va donc nous permettre de spécifier la forme, l'orientation et la position acceptable pour le fonctionnement d'un assemblage. Nous tenterons cependant de garder les dessins les plus simples possibles en utilisant des tolérances géométriques générales. Donc, il y a certaines tolérances géométriques comme les tolérances dimensionnelles aussi. Donc, il y a des tolérances qu'on va essayer de garder de type général. C'est-à-dire que s'il n'y a rien d'identifié sur notre dessin, on va supposer que c'est des tolérances géométriques acceptables qui vont être utilisées pour la fabrication. On verra plus tard comment utiliser les tolérances géométriques générales. Maintenant, voici un deuxième dessin qui, cette fois-là, pourrait représenter une meilleure version de notre dessin de détail, de notre frein à disque. Sur cette pièce-là, vous avez non seulement des dimensions qui sont tolérancées de façon dimensionnelle, mais on a aussi des tolérances géométriques, comme on voit ici, les boîtes qui ont été rajoutées, avec des symboles particuliers qu'on va étudier dans ce cours-là, dans le chapitre 3. Donc, vous voyez que tous les symboles qu'il y a là vont avoir des fonctions très importantes. Ils vont venir dicter la façon dont les pièces vont être fabriquées. Ils vont donner en plus des dimensions de forme, des positions, des planités, etc. Ils vont donner aussi une priorité sur quelle surface va être plus importante que quelle autre surface. Okay? Donc, ça va être important ici de bien identifier chacune des surfaces avec des références qu'on voit ici. Donc, ça aussi, on va en reparler un petit peu plus tard dans le chapitre 3. Donc, sur cette page, je vous ai préparé un petit vidéo qui nous vient d'une compagnie qui se spécialise dans la formation sur les tolérances et les tolérances géométriques. Et vous allez voir dans cette vidéo une explication d'un exemple où on a une pièce qui propose des défauts géométriques. Et puis, je trouvais que c'était une bonne façon d'expliquer le lien qu'il va y avoir entre les surfaces de référence et les tolérances géométriques. Donc, je vous laisse regarder le petit vidéo.
OK. Donc, suite aux vidéos, je vais vous expliquer un peu les différents types de tolérances géométriques qu'on va retrouver. Habituellement, on utilise les tolérances géométriques euh, dans un système de mesure. OK? Donc, ce ne sera pas uniquement un symbole qui identifie quelque chose. Souvent, vous allez avoir plusieurs symboles qui vont travailler ensemble pour identifier des surfaces, des mesures, des éléments géométriques, etc. Donc, le premier modèle qu'on va retrouver, qui est le plus simple, c'est souvent les tolérances de forme. C'est ce type de tolérance géométrique-là. Vous allez seulement avoir un symbole, comme on voit ici, donc qui est représenté par le parallélogramme dans ce cas-là, qui est une planéité. Et ensuite, on va avoir la dimension de la tolérance, OK, qui va être un chiffre. Ce chiffre-là, c'est la valeur de l'intervalle de tolérance. Donc, c'est la grandeur de la zone de tolérance. Plus le chiffre va être petit, plus on va avoir une mesure qui est précise. Plus le chiffre est gros, plus on va avoir une mesure qui est imprécise. Le deuxième type de tolérance géométrique que l'on va retrouver, c'est les tolérances qui sont de type inclinaison ou orientation. Donc, on va venir orienter une surface par rapport à une autre surface. Dans ces types de tolérances-là, vous allez avoir un symbole géométrique qui représente le type de tolérance. On va avoir l'intervalle de tolérance qui est en chiffres. Et on va aussi avoir une lettre de référence. Donc, cette lettre-là va identifier à quelle référence on doit, euh, par laquelle on doit mesurer pour être capable d'aller chercher dans ce cas-là, un parallélisme ou une perpendicularité, ou etc., une inclinaison. La référence va être identifiée toujours avec ce type de symbole-là. Okay? En anglais, on appelle ça datum. Donc, c'est un symbole de référence. Ça va venir pointer une surface en particulier qui va devenir une référence. Le troisième type de tolérance que l'on va retrouver, qui vont servir plus pour les tolérances de position. Donc, ça, c'est les tolérances géométriques les plus complexes qu'on va avoir à analyser dans notre cours. Les tolérances de position, on a le symbole ici qui représente la localisation. On va avoir son intervalle de tolérance. On va aussi retrouver des symboles modificateurs, des références. Donc ici, on n'aura pas seulement qu'une référence, on va en avoir plusieurs. Soit que ça va être deux ou trois références. Dans ce cas-là, on en avait deux. On va retrouver les symboles de référence pour identifier quelle surface est importante. Et on va aussi avoir des mesures qui sont de type absolu, donc des cotes encadrées. Les autres éléments qui vont composer les boîtes de tolérance, il y avait, comme je vous ai expliqué juste avant dans l'exemple, on va avoir des symboles modificateurs. Donc, des exemples de symboles modificateurs que l'on va retrouver, qu'on va expliquer dans le cours. Les maximums de matière, qui est un cercle encadré, un cercle avec un M au centre. Les tolérances projetées. Et il y aura aussi d'autres symboles qu'on n'aura pas le temps de voir dans le cours, qui seront pour des cours plus avancés. Donc, comme le L qui représente le minimum de matière, le S, le CZ et le U, qui sont des symboles plus particuliers, qu'on aura peut-être l'occasion de voir plus tard dans le cours, ou sinon ce sera dans un autre cours plus avancé. Les tolérances vont varier en fonction de la géométrie des pièces, mais aussi en fonction de leur fonction de pièces. Donc, de quelle façon les pièces vont bouger, est-ce que c'est des pièces fixes ou est-ce que c'est des pièces qui bougent dans un assemblage, peut avoir une incidence différente dans les choix de tolérance que l'on va faire. Dans l'exemple qu'on a ici, on a un arbre. Si mon arbre est fixe, je vais utiliser certains types de tolérances. Si mon arbre est mobile, donc s'il y a une rotation continue, je vais avoir d'autres types de tolérances. Donc on voit que c'est quand même assez spécialisé au niveau des tolérances géométriques. Une fonction en particulier va nécessiter certains types de tolérances géométriques. Maintenant, on ne doit pas placer les tolérances géométriques de façon à remplacer toutes les mesures d'un dessin. Souvent, ça va venir alourdir le dessin. Euh, donc, notre objectif, ça va être de mettre l'emphase sur les éléments géométriques qui ont une grande importance sur le fonctionnement de l'assemblage. Donc, un des problèmes qu'on retrouve dans l'industrie, c'est que souvent les employés qui fabriquent les pièces
n'ont pas nécessairement toutes les connaissances pour bien analyser tous les symboles de tolérance géométrique et ça peut créer de la confusion et des erreurs potentiellement. Donc, on essaie de se limiter là, à avoir les tolérances géométriques les plus importantes. Maintenant, il va y avoir 4 grandes familles de tolérances géométriques. Les tolérances de forme, les tolérances d'orientation, les tolérances de position et les battements. Donc, cette partie-là est un peu plus, va être quand même assez longue. Donc, ce serait bien de prendre ça étape par étape. Donc, vous pourrez écouter peut-être un 15 minutes, puis ensuite prendre une pause, revenir écouter un autre 15 minutes, une autre portion du chapitre, parce que ça peut devenir assez long. Donc, je voudrais que les notions soient quand même bien assimilées à ce niveau-là. Donc, premièrement, les tolérances de forme, c'est des tolérances qui vont, comme le nom le dit, vont tolérancer la forme géométrique des objets. Donc, on va retrouver là-dedans plusieurs symboles. Euh, les formes habituellement qu'on va utiliser en mécanique sont des formes cylindriques, planes, des lignes droites, des lignes circulaires. Donc, ça, c'est vraiment les plus importants qu'on va retrouver. Donc, ces quatre-là ici, c'est ceux qu'on va voir le plus souvent en termes de géométrie. Mais si on y va avec quelque chose de plus complexe, donc on va voir des exemples aussi. Donc, si on a des surfaces qui ont des formes géométriques plus complexes, on va utiliser ces deux symboles-là. On va parler plus en détail des surfaces quelconques. On n'utilisera pas beaucoup les lignes quelconques et on n'utilisera pas beaucoup les rectitudes. Donc, je ne vous donne pas nécessairement d'exemples dans les notes de cours. Mais sachez que ça existe et que c'est quand même utilisé. Le premier symbole qu'on va étudier, c'est la planéité. La planéité, c'est très important parce que ça vient définir la planéité, justement, d'une surface. Dans l'exemple qu'on vous donne ici, les exemples fonctionnent toujours de la même façon. Donc, la partie supérieure ici, on va avoir un exemple de dessin. Donc, cette portion-là, c'est le dessin de détail qu'on retrouverait sur notre mise en plan. Et la deuxième partie, c'est un exemple où on explique la signification de ce symbole-là. Donc, notre premier symbole qui représente la planéité, c'est le parallélogramme. Donc, pour une surface, on exige que cette surface-là soit plane à l'intérieur de deux plans qu'on voit ici. Donc, c'est deux plans virtuels qui sont distancés de 0,05. Donc, c'est ma valeur d'intervalle de tolérance qui vient donner la distance entre les plans virtuels. La vraie surface de la pièce, donc le plan réel de la pièce, doit se situer à l'intérieur de ces deux plans-là. Donc ça, c'est la signification d'une planéité. Maintenant, dans notre exemple, on a petite option supplémentaire. Donc le chiffre 80 que vous voyez ici va venir nous indiquer sur quelle longueur je dois vérifier le 0,05 de distance. Donc, pour chaque longueur de 80 mm, dans cet exemple-là, ma surface ne doit pas dépasser une zone de 0,05 de décalage. Si je me tasse à côté, supposons de cette distance-là, à aller jusqu'à 80 mm plus loin, donc j'imagine que mon plan est distancé de 0,05, donc ma surface réelle doit demeurer à l'intérieur de cette deuxième portion de la surface. Donc, c'est beaucoup moins restrictif que de ne pas mettre le 80. Donc, si j'avais juste le 0,05, ce serait l'ensemble de ma surface. Donc, imaginez une surface qui mesure, je ne sais pas moi, 50 pouces de long par 50 pouces de large. Toute la surface devrait être située entre 0,05 mm, ce qui est vraiment petit. Maintenant, autre exemple aussi qu'on va voir les planéités quand même assez souvent, lorsqu'on va fabriquer des gabarits de montage pour fabriquer des pièces, donc de l'outillage de précision, qui va venir s'appuyer sur des surfaces précises, comme les tables des fraiseuses ou d'autres équipements, on va toujours exiger une planéité. Donc la planéité de la surface, on la voit ici représentée avec le symbole du parallélogramme et le 0,05. Par rapport, ici, ça va être ma référence A.
Donc, c'est une surface qui va être préparée, on pourrait dire, qui va être usinée à l'avance pour avoir une belle planéité, une belle surface droite. Et cette surface-là va devenir ma référence A, qui pourrait me servir après dans l'assemblage pour d'autres choses. Ensuite, on va utiliser aussi en mécanique les circularités. Donc, la circularité, c'est la rondeur d'un élément. Donc, lorsque vous avez un trou qui est percé, habituellement, on veut s'assurer que la surface est circulaire. Donc, la façon de mesurer, c'est qu'on viendrait prendre, par exemple, un- ça peut être un vérificateur d'alésage ou ça peut être encore avec la CMM. Donc, imaginez avec la CMM, je viendrais piquer des points avec la CMM sur toute la circonférence, comme ceci. Et puis, je viendrais mesurer un cercle à différentes profondeurs. Donc, je pourrais mesurer ici aussi, je pourrais mesurer là, ici aussi. Et il faut que chacun de ces cercles-là, de façon indépendante, ils doivent être circulaires. Donc, ils doivent être ronds à l'intérieur d'une tolérance de 0,02. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ma distance de 0,02, dans le fond, c'est la largeur du beigne qu'on a euh, pour vérifier notre pièce. Donc, si chacun des cercles qu'on vérifie demeure à l'intérieur de cette zone-là de façon indépendante, donc chacun peut avoir un diamètre différent, donc on pourrait se retrouver avec une circularité qui est bonne, mais une pièce qui fait, par exemple, une bosse comme ça au milieu, et ça pourrait être bon, en autant que je respecte la circularité. Ou encore, je pourrais avoir un trou qui est de forme conique, et ça pourrait être accepté aussi dans une pièce comme celle-là. Pourquoi? Parce que la circularité est vérifiée de façon indépendante. Donc, chacun des cercles ici va être vérifié de façon indépendante. Contrairement à la cylindricité, donc qui est un peu différente, la cylindricité est plus difficile à obtenir parce que la mesure n'est pas prise de façon indépendante. Okay, c'est l'ensemble des mesures qui doivent être à l'intérieur d'une zone de vérification. Et la zone de vérification elle ressemble un peu à un tube. Donc imaginez que j'ai un tube de 0,05 ici dans cet exemple-là. Et donc l'épaisseur de la paroi du tube est de 0,05. Et je dois avoir une mesure ou une surface réelle qui demeure à l'intérieur de cette paroi-là. Okay? Du moment que j'ai quelque chose, une surface qui sort un peu du tube, la pièce est refusée. Donc, c'est plus restrictif de faire ça. Ça nous oblige à avoir une pièce qui a vraiment plus une forme cylindrique. Donc, si la pièce avait une forme un peu conique, ce serait automatiquement refusé. Voici des exemples de cylindricité. Là où on le voit souvent utilisé, la cylindricité, c'est lorsqu'on installe des roulements à billes. Donc, on voit ici une copie d'SKF qui vient nous donner les spécifications pour un roulement. Donc, habituellement, la compagnie va nous donner des spécifications de cylindricité qu'il faut obtenir pour l'usinage des pièces, soit l'arbre, soit le contenant de l'alésage pour le roulement. Ensuite, on va parler des tolérances de forme d'une surface. Donc ici, c'est lorsqu'on a des pièces qui ont des formes complexes. Donc là, on sort du domaine du circulaire ou du plan. On va y aller avec des formes qui ont une géométrie beaucoup plus complexe. Dans le fond, il y a une infinité de formes. Ça peut être en 3 dimensions, ça peut être en 2 dimensions. La façon d'identifier la forme parfaite des surfaces, c'est que sur le dessin de détail, on va identifier les mesures importantes à vérifier. Comme ici, j'ai un rayon de 20. Vous voyez, sa forme est encadrée, sa mesure est encadrée ici. C'est ce qu'on appelle les cotes absolues. Et puis, j'ai un rayon de 6 aussi qui doit être respecté. Et en plus, je suis venu identifier avec ce que j'ai ici, là, une ligne pointillée qui vient identifier toute la zone qui est importante de vérifier. On va aussi identifier l'intervalle de tolérance ou la mesure de précision qu'on veut obtenir avec la tolérance de forme. Donc, on voit le résultat ici dans le bas. Donc, on a comme une espèce de zone qui est constituée de deux surfaces parallèles qui sont distancées de 0,04. Donc, à partir du moment où ma surface réelle va demeurer à l'intérieur de ces zones-là, je me trouve à avoir une pièce qui est acceptée. Si ma surface vient qu'à sortir,
et à ce moment-là, la pièce est refusée. Regardons quelques exemples de tolérance de forme. Ici, on a une tolérance de forme sur un profil complexe. Notez les références A et B qui sont utilisées ici pour, comme on va retrouver quelquefois pour les localisations. Donc, la tolérance de forme, qui est ici identifiée avec le symbole de la demi-lune, on a un intervalle de tolérance de 0,030 mm ou 30 en pouces, je ne sais pas si c'est en pouces ou en millimètres. Et on va avoir deux références ici, la A et la B. Juste un petit mot pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on mettrait une référence ici. Ben, imaginez qu'on avait à mesurer cette surface complexe-là sur la machine à coordonnées. Ben, il faut que je m'assure que la pièce va être bien positionnée dans la machine. Donc pour ça, pour donner un maximum de précision, on va venir appuyer dans le fond la pièce sur la surface A, qui est ma référence primaire. Donc si je vais avoir une grande surface d'appui, c'est ma surface A. La surface la plus importante va être identifiée en premier. Et ensuite, la référence B ici, qui va me servir d'appui pour venir positionner la pièce. Donc ça, c'est ma référence secondaire, donc qui va être la deuxième surface la plus importante. On pourrait aussi avoir une troisième surface qui s'appellerait C. Cette troisième surface-là pourrait être utilisée si je veux positionner ma pièce en trois dimensions. Vous allez retrouver aussi des tolérances de forme euh, qui vont remplacer beaucoup de dimensions qui, normalement, seraient des dimensions tolérancées dimensionnelles. Donc, on aurait des plus ou moins quelque chose à plusieurs places sur le dessin. On vient complètement remplacer les dimensions, je dirais, standards ou les dimensions qu'on voyait plus souvent auparavant. On va les remplacer au complet par une tolérance. OK? Ici, on est venu inscrire le terme all over. Donc, c'est en anglais, là, mais ça signifie pour toutes les surfaces de la pièce. Donc, sur ce dessin-là, on se trouve à avoir beaucoup de cotes encadrées comme ça pour chacune des dimensions de la pièce. Donc, chacune de ces dimensions-là doit avoir une tolérance ou un intervalle de tolérance de 0,007. Donc, on est venu simplifier beaucoup le dessin. Parce qu'on enlève, à chaque place, on enlève des plus ou moins 0,035 dans ce cas-là, parce qu'on prendrait la moitié en plus, la moitié en moins, donc ça me donnerait 0,07 au total. Un autre exemple où on pourrait retrouver des tolérances de forme, lorsqu'on a des cams, donc les cams présentent des profils complexes, des géométries complexes. Donc à ce moment-là, ça devient difficile d'identifier ces géométries-là avec des tolérances dimensionnelles, avec des plus ou moins. À ce moment-là, les tolérances géométriques ont vraiment tout leur sens et on viendrait coter, on viendrait spécifier sur une pièce comme celle-là que la géométrie doit être respectée en dedans de, supposons, 5 millièmes. Maintenant, deuxième classe de tolérance géométrique, c'est les orientations. Les orientations vont nous servir pour identifier l'angle entre deux surfaces. On va retrouver là-dedans les inclinaisons, les parallélismes et les perpendicularités. L'angle du parallèle, c'est 0. L'angle de la perpendicularité, c'est 90 degrés. Et l'inclinaison, elle, c'est un angle variable, tout dépendant de ce qu'on va vouloir. Donc, on commence avec l'inclinaison. Et vous voyez ici le symbole d'inclinaison, son intervalle de tolérance et la référence qui est très importante dans ces exemples-là. Donc, ma référence vient identifier ici l'axe, même si c'est l'extérieur du diamètre qui est pointé par la référence, c'est vraiment l'axe de la pièce qui est importante ici. Donc, par rapport à cet axe-là, je dois avoir une inclinaison de ma surface qui est pointée ici. Je dois avoir une inclinaison de 45 degrés. Donc, la tolérance, il faut faire attention ici. Ce n'est pas une tolérance angulaire de 45 degrés plus ou moins 0,08. La façon qu'on va utiliser ou interpréter ce symbole-là, imaginez qu'on va avoir, comme on l'a dans l'exemple ici, deux plans parallèles qui sont distants de 0,08 et ma surface doit demeurer à l'intérieur de ces deux plans-là.
Les plans sont distants de 0,08 et ils sont inclinés parfaitement à 45 degrés. D'accord? Donc, il faut vraiment que la surface réelle demeure à l'intérieur de ça. C'est comme si on positionnait deux plans parallèles qui sont parfaitement à 45 degrés et la surface réelle doit demeurer à l'intérieur de ça. Un autre exemple d'inclinaison ici, sur une rainure. Donc, on a ici un angle de 60 degrés qui est identifié avec ma cote encadrée, qui est ma cote importante pour la tolérance géométrique. J'ai une zone de 0,05 par rapport à A. La surface A, c'est la base de la pièce. Et je dois avoir deux surfaces, comme on voit ici, qui est identifié avec les flèches. Donc, deux surfaces virtuelles qui seraient distancées de 0,5. Et je dois avoir, en plus, ces surfaces-là sont parfaitement inclinées à 60 degrés. Et il faut que l'axe de ma rainure demeure à l'intérieur de ces deux surfaces-là, de ces deux plans-là. Maintenant, en tolérance de perpendicularité, on va bien identifier ici quelle surface est tolérancée, donc qui est la surface verticale, et j'ai ma surface qui est la référence, qui est la surface A ici, qui est bien identifiée à la base. Donc sur ma tolérance, j'ai le symbole perpendicularité, l'intervalle de tolérance et la référence qui est utilisée. La signification du symbole, donc on imagine deux plans parallèles qui sont distants de 0,05 et qui vont être inclinés parfaitement à 90 degrés. Donc, il faut que ma surface réelle de ma pièce demeure à l'intérieur de ces deux zones-là. Si jamais j'ai une surface qui sort un petit peu des deux zones, à ce moment-là, la pièce est refusée. Dans cet exemple-ci, on a une pièce de révolution. Donc, c'est un peu spécial. On va identifier une fonction ou une tolérance de perpendicularité, mais on va venir pointer le cylindre qu'on a ici, le cylindre ou extérieur de la pièce, et on va donner comme référence la base ou l'épaulement ici, que je viens de noter en rouge, donc va devenir ma référence. Remarquez ici que je n'ai pas de lettre qui est identifiée, A, B, C, etc. J'aurais pu le faire. Donc, ça aurait pu être identifié avec une lettre comme ça et une case de référence. Ça aurait été mieux. Ça aurait été une meilleure façon de faire. Pourquoi ça aurait été mieux? C'est parce qu'en faisant beaucoup de lignes comme ça qui partent de chaque côté des symboles, on se retrouve à avoir un effet spaghetti là, dans notre dessin où on pourrait avoir, pour une pièce complexe, là, on pourrait avoir plusieurs lignes qui courent un peu partout sur notre dessin, puis on n'aime pas tellement ça. Donc, on aime mieux avoir plus des cases avec des lettres. Euh, mais ceci étant dit, je vais juste les effacer pour clarifier le dessin. Et voilà. Donc, nous ici, là où on veut mettre l'emphase, c'est du point de vue de la forme de la pièce. Donc, étant donné que je veux donner une tolérance de perpendicularité sur un cylindre, en fait, ce qu'on va vérifier, c'est l'axe du cylindre. OK? Donc, on va vouloir que l'axe du cylindre demeure à l'intérieur d'une zone. Donc, on voit ici cette zone-là qui est la zone cylindrique de vérification. Donc, on veut que notre axe de pièce demeure à l'intérieur de cette zone-là. À partir du moment où l'axe va sortir légèrement de la zone de vérification qui mesure 0,02 de diamètre, à ce moment-là, je vais avoir une pièce qui est refusée. Ici, prenez en note aussi qu'on a le symbole diamètre dans la tolérance. Le symbole diamètre vient identifier que c'est vraiment le diamètre de la zone de tolérance, qui est une zone de forme cylindrique ici. Okay? Donc, cette zone-là va avoir une forme cylindrique. C'est pour ça qu'on a une zone qui est représentée avec un symbole diamètre. Ce qu'on n'avait pas dans les exemples précédents. Autre exemple, ici c'est un bâti pour une composante qui va servir pour un montage d'usinage. Donc on a besoin ici d'une surface plane d'appui qui est très bien usinée, donc on va avoir besoin d'une belle précision de surface. Donc première étape qu'on a faite, c'est qu'on est venu ajouter ici un symbole de planéité
sur notre surface de référence. Donc, on veut que la surface référence, qui est la base ici, qui va être ma surface A dans cet exemple-là, on veut que ce soit une belle surface bien usinée. On s'est donné une tolérance de 0,05 sur la planité de la base. Maintenant, on va utiliser cette surface-là comme référence pour la tolérance de perpendicularité pour la surface qui est identifiée ici. Okay, donc, cette surface-là va devenir une surface très importante pour d'autres choses plus loin dans notre dessin. C'est pour ça qu'on va lui donner la référence C, parce que cette surface-là va servir à d'autres choses plus tard. Pour l'instant, nous, si on analyse seulement que la partie perpendicularité, on n'a pas besoin de la lettre C. La lettre C n'a pas de signification pour cette fonction-là. C'est seulement plus tard que ça va avoir une signification importante. Donc, ce que j'ai de besoin, le symbole de perpendicularité, l'intervalle de tolérance. Ici, je n'ai pas de symbole diamètre parce que la surface est plane. Et j'ai ma référence A qui est bien identifiée. Ensuite, on va parler rapidement du parallélisme. Donc ici, j'ai deux surfaces. J'en ai une qui va être tolérancée et j'en ai une qui va servir de référence. Et j'ai une zone de tolérance de 0,05. Donc, l'angle entre la surface qui est mesurée et la surface référence A va être un angle de 0 degré. Maintenant, la zone de tolérance va mesurer ici 0,05 de distance entre les deux plans virtuels. Il faut que ma surface réelle demeure à l'intérieur de ces deux plans-là. Ensuite, les tolérances de position. Les tolérances de position sont très importantes. Celle qui est la plus utilisée, c'est la tolérance de localisation. On l'appelle aussi tolérance de position. Okay? Donc, la tolérance de position ou de localisation va servir surtout à identifier des positions de trous. Euh, donc, des trous qui ont des positions importantes pour, par exemple, localiser des goupilles précises, des choses comme ça. Donc, ici, on va utiliser beaucoup les localisations, mais ça peut aussi servir pour tout ce qui est trous de perçage, de passage de boulons, etc., trous filetés. Donc, très utilisé en mécanique. La coaxialité et la symétrie, c'est des tolérances, dans le fond, qui font la même chose que la position. Okay? Dans le fond, c'est les mêmes tolérances. La façon de les utiliser est légèrement différente, mais ça fait le même travail. On vient positionner des éléments les uns par rapport aux autres. Donc, les tolérances de position, de localisation, coaxialité et symétrie, c'est les tolérances qui sont les plus complexes qu'on va utiliser en tolérancement géométrique. Pourquoi? Parce que, comme j'en ai déjà parlé un peu, c'est les tolérances qui ont le plus d'éléments dans le système de tolérance. Vous allez avoir de besoin, si je prends par exemple ici une localisation, vous avez besoin du symbole, de l'intervalle de tolérance, et vous allez avoir trois références souvent qui sont nécessaires pour positionner la pièce en trois dimensions. Sur le dessin, vous allez retrouver les références importantes. Et en plus, on va retrouver des mesures qui sont encadrées. Donc, on a comme trois affaires importantes pour les tolérances de localisation. D'où le fait que c'est les plus complexes qu'on va utiliser. Maintenant, comment on va les interpréter? Eh bien, le chiffre important ici, c'est vraiment le diamètre de point 1. Ce diamètre-là vient dimensionner, dans le fond, le cylindre de vérification. C'est comme un cylindre virtuel que vous voyez ici. Et il faudra que l'axe de mon trou percé demeure à l'intérieur de ce petit cylindre-là. À partir du moment où l'axe du trou percé sort du cylindre de vérification, la pièce est refusée. Donc, à quoi vont servir les références qu'on a ici, la A, B et C? C'est un peu comme j'avais expliqué pour les tolérances de forme. Pour les positions, on doit identifier dans la première case la surface la plus importante pour positionner notre pièce. Habituellement, ça va être la plus grande surface, la surface la plus précise ou la plus importante. Ensuite, en deuxième, ça va être la surface secondaire. Et en troisième, la surface
tertiaire. Donc, ça va être vraiment en ordre de priorité ou d'importance de positionnement des surfaces. L'exemple 2 ici, on va avoir une surface qui est positionnée. Ça, c'est un peu particulier. On ne voit pas ça souvent. Mais on va utiliser le symbole de localisation pour positionner une surface inclinée à 105 degrés. Et non seulement la surface est orientée à 105 degrés, mais il y a aussi une distance de 15 à respecter qui est très importante. Donc, on a comme deux mesures. Donc, c'est plus qu'une tolérance d'inclinaison où on faisait juste vérifier l'angle de la pièce. Ici, on va vraiment mesurer la position et l'inclinaison. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, le résultat, on va l'interpréter de la façon suivante, c'est qu'on va avoir deux plans parallèles et il faut que la surface demeure à l'intérieur de ces deux plans-là. La distance qui sépare les plans virtuels, c'est 0,05 et la position parfaite des plans est à 15 et 105 degrés d'inclinaison. Remarquez que sur mon symbole, ici, je n'ai pas le symbole de diamètre, puisque ce n'est pas un trou cylindrique qui est percé, mais plutôt une surface qui est vérifiée. Donc, étant une surface plane, je n'ai pas le symbole de diamètre qui apparaît. Pour cette pièce-là, vous remarquez aussi une différence, c'est que j'ai seulement que deux surfaces de référence, la A et la B. Eh bien, c'est à cause du fait que cette pièce-là est une pièce de révolution. Donc, comme c'est une pièce de révolution, j'ai une position en X et j'ai une position pour l'axe qui est la référence B. Donc, au niveau de la rotation de la pièce, peu importe l'angle de rotation par rapport à l'axe de la pièce, ça n'aura pas d'incidence sur la géométrie. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter une troisième case pour identifier la surface C, par exemple, parce que j'en ai pas de surface C. Donc, il n'y a pas d'appui. Imaginez, par exemple, si j'avais eu un petit trou percé dans ma pièce, et il faut que la pièce soit bien orientée. Dans le fond, le plan de 105 degrés ici doit être bien orienté par rapport à ce petit trou-là. Mais là, à ce moment-là, j'aurais rajouté une surface de référence C sur le petit trou. Donc là, je serais venu positionner ma pièce dans 3 dimensions. Exemple 3. Donc ici, on a une pièce qui est aussi une pièce circulaire, mais comme je vous avais expliqué, c'est une pièce qui doit être positionnée en 3 dimensions, comme dans l'exemple précédent où j'avais percé un petit trou supplémentaire. Mais ici, j'utilise un plat sur ma pièce, donc ce plat-là qui est ici, va me servir à orienter mes trous dans la bonne direction. Donc, toutes les dimensions importantes vont être encadrées. Donc, c'est les angles qu'on retrouve ici. Et aussi le diamètre de perçage. Ou encore, on appelle ça en anglais le boat circle. Donc, le diamètre de perçage des trous qui va être très important. Chacun des trous est identifié avec sa quantité de trous à percer. Donc, ici, j'ai 3 trous. Chacun des trous va mesurer 15,1 de diamètre plus 0,05 moins 0. Chacun de ces trous devrait être localisé à l'intérieur d'une zone de diamètre 0,1. Donc, ce sera ma petite zone virtuelle que l'on voit ici. Donc, la zone de 0,1, c'est la plus grande zone. Donc, ma surface ou mon axe de perçage doit demeurer à l'intérieur de ça. Mais en plus, ici, j'ai rajouté une perpendicularité pour chacun des trous qui doit être plus précis que la localisation. Donc ça, c'est le genre d'exemple qu'on va voir à quelques reprises sur des dessins, où l'orientation des trous doit être plus précise que la position des trous. Donc c'est pour ça que sur l'exemple, on vous donne une zone de vérification qui est grise ici, qui est plus serrée que la zone orange, qui, elle, représente la position. Donc pour que la pièce soit bonne, on doit avoir une surface qui demeure à l'intérieur de ces deux zones-là. Maintenant, des exemples de coaxialité. Dans la coaxialité, c'est très important pour tout ce qui est pièces de révolution, mais aussi des pièces qui sont cylindriques, mais qui ne bougeront pas nécessairement. Donc, tout ce qui est pivot, éléments de fixation, éléments d'alignement, etc. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir un mouvement
pour ces types de tolérances-là, mais c'est le genre de choses qu'on voit souvent en mécanique. La façon d'utiliser ou d'interpréter le symbole, vous avez le symbole de coaxialité, la zone de tolérance et la référence. Donc, ce que ça signifie, c'est que l'axe de cette pièce-là, de cette portion-là de la pièce, doit être coaxial, doit être dans le même axe que le deuxième épaulement ici, qui est ma référence A. Donc, c'est comme si j'avais une zone de vérification cylindrique, ici, qui mesure 0,02 et l'axe de ma géométrie doit demeurer à l'intérieur de cette zone-là. Donc, comment je la positionne, la zone cylindrique? Mais la zone doit être parfaitement alignée avec l'axe de la référence. Et ici, je dois avoir ma zone, mon axe réel doit demeurer à l'intérieur de cette zone-là. Dernière tolérance de position, c'est la symétrie. Donc ça ressemble beaucoup à de la localisation, mais c'est appliqué plus spécifiquement pour des rainures. Souvent, on va voir ça sur des rainures, des pièces qui sont des surfaces parallèles. Donc, la symétrie, comme est expliqué ici, va avoir une zone de 0,04 par rapport à A, la référence A étant mon diamètre extérieur. Donc, je vais venir aligner une zone de vérification qu'on a ici, qui va mesurer 0,04 et qui va être parfaitement centré sur ma référence A. Il faudra que l'axe de la rainure demeure à l'intérieur de cette zone-là. Deuxième exemple de symétrie. Ici, on a un trou qui est percé de ce côté-là, qui est ma référence B. Je vais avoir aussi une surface plane, qui est ma surface A ici, qui va être important pour l'alignement de la pièce. Et je dois avoir une surface réelle, pas une surface réelle, mais un plan milieu de ma rainure qui doit demeurer à l'intérieur d'une zone de vérification qui va mesurer ici 0,1 mm d'espace entre les deux. Donc, il faut que si on peut dire, le plan milieu de ma rainure demeure à l'intérieur de cette zone-là. Dernière catégorie de tolérance géométrique, c'est la catégorie des battements. Donc, une tolérance de battement, qu'on appelle en anglais les run-out, c'est des tolérances qui s'appliquent surtout pour des pièces tournées, des pièces qui vont avoir du mouvement de rotation qui est continu. Si vous avez des pièces fixes, on va utiliser d'autres types de tolérances géométriques. Donc, les battements sont vraiment utilisés spécifiquement pour des pièces qui tournent. Donc, on dit que les tolérances de battement, c'est des super tolérances. Donc, c'est des tolérances qui combinent plusieurs autres tolérances géométriques. On va en avoir des exemples. Donc, c'est des tolérances qui sont très difficiles à réaliser avec beaucoup de précision. C'est des tolérances qui s'appliquent, comme je vous disais, aux pièces de révolution et à des pièces qui sont en mouvement. Vous allez avoir deux catégories de tolérance de battement. Vous allez avoir du battement simple et du battement total. Premièrement, le battement simple radial. Donc, premièrement, il faut savoir c'est quoi la direction radiale. Quand vous avez une pièce qui tourne, donc ici j'ai une pièce de révolution qui tourne comme ça. Donc, cette pièce-là, la mesure radiale, c'est une mesure qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Donc, on le voit ici avec la flèche qui pointe sur la surface cylindrique de la pièce. Okay? Donc, à ce moment-là, on a quelque chose qui est radial. Vous allez aussi avoir, on va le voir dans la diapositive suivante, du battement axial. La seule différence, c'est l'orientation de la flèche qui pointe sur la surface. Maintenant, le battement simple, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on va avoir seulement qu'une flèche dans notre case avec un intervalle de tolérance de 0,05 par rapport à la référence A. La référence A va représenter ici un deuxième épaulement de ma pièce.
et ça va devenir ma référence. Donc, on pourrait imaginer la pièce qui serait prise dans le tour, dans le mandrin du tour, et j'aurais mon mandrin de tour qui serait ici, de chaque côté, qui viendrait prendre ma surface A. Donc, ce serait ma surface de référence. Pour vérifier ma pièce, je viendrais appliquer un cadran indicateur sur ma pièce, comme ça, et je ferai tourner mon mandrin lentement pour vérifier c'est quoi la variation sur le diamètre. C'est ça qu'on appelle le battement. Dans le fond, c'est le battement de l'aiguille du cadran indicateur qui va varier d'une position à l'autre, tout dépendant de la rotation que je veux faire avec la pièce. Si ma pièce est parfaitement alignée et que j'ai un parfait diamètre, qu'il n'y a pas d'erreur de circularité, à ce moment-là, je vais avoir une aiguille qui aura zéro battement. Donc, mon aiguille va rester fixe continuellement, ce qui est à peu près impossible. Maintenant, la signification du battement simple, c'est imaginer qu'avec mon indicateur à cadran, je vais venir prendre une mesure sur ma pièce et je vais vérifier mon battement à ce niveau-là. Donc, le battement, dans le fond, c'est comme un beigne de vérification ou un beigne virtuel à l'intérieur de laquelle ma zone de pièce, ma pièce réelle, doit demeurer. Si ma pièce sort de cette zone-là, la pièce devrait être refusée. Ensuite, si je veux beaucoup de précision, je vais prendre d'autres mesures. Donc, de façon indépendante, je vais venir prendre ici d'autres dimensions de battement. Donc, je vais venir vérifier à plusieurs points sur ma pièce. Ici, à chaque fois, j'ai une variation qui est correcte, donc qui demeure à l'intérieur de mon beigne. Le beigne a une mesure de 0,05, on le voit ici, c'est ça qui est identifié par ma tolérance. À ce moment-là, ma pièce va être acceptée. Donc, ce que ça implique, c'est qu'avec du battement simple, je pourrais avoir une pièce qui est de forme conique, comme ceci, par rapport à mon axe. Et si je mesure à chaque place, si je suis à l'intérieur de 0,05 de circularité, ben, ma pièce est acceptée. Donc, c'est un peu la limite au niveau du battement simple. Donc, c'est que ça ne vérifie pas vraiment la cylindricité de la pièce. Deuxième exemple que je vous donne ici, c'est le battement simple, mais cette fois-là, on va le mesurer de façon axiale. Donc, au lieu de mesurer avec notre indicateur, euh, au lieu de mesurer, je dirais, là, le radial, donc on va venir mesurer sur le bout de la pièce. Donc, je viendrai me placer à différents diamètres avec mon indicateur à cadran et je viendrai mesurer le battement à différents diamètres. Donc, comme c'est du battement simple, les mesures se font indépendamment. Donc, je remets mon cadran à 0 à chaque mesure que je fais, c'est ça que ça veut dire. Le problème qu'il y a, c'est que je pourrais me retrouver avec une pièce, supposons ça c'est l'axe de ma pièce, je pourrais me retrouver avec une pièce qui présente quelque chose de convexe, ça pourrait être quelque chose de concave, etc. Mais en autant que le battement sur mon indicateur demeure à l'intérieur d'une zone, donc ici, vous voyez ici ma zone, c'est comme deux plans parallèles, et ça mesure 0,05. Donc, du moment que chacune des mesures indépendamment demeure à l'intérieur de la zone, c'est bon. Donc, je pourrais me retrouver ici avec des surfaces qui sont convexes, concaves, etc., qui présentent des défauts géométriques, mais qui seraient quand même bons. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on veut éviter ces genres de problèmes-là? On va utiliser du battement total. Donc, le battement total, ça ressemble au battement simple, sauf que cette fois-là, on n'utilisera pas des mesures indépendantes. C'est-à-dire qu'on ne fera pas le zéro sur notre cadran indicateur à chaque fois. On va prendre vraiment une mesure au début, ça va être notre zéro. Donc, supposons que cette mesure-là ici, la mesure qui est représentée sur mon exemple, ça serait ma mesure 0. Ben, à ce moment-là, je place mon indicateur à cadran. Supposons que je dessine mon indicateur ici. Je viendrai faire mon 0 à ce point-là et je viendrai prendre des dimensions. Donc, je prendrai des mesures, battement ici, battement là, battement là. À partir du moment où j'ai un battement d'aiguille qui est plus que la limite qui est définie, ici ma limite définie c'est 0,05. Donc si je dépasse mon 0,05, eh bien à ce moment-là, la pièce est refusée.
Donc ça vous oblige à avoir une pièce qui va avoir une belle cylindricité. Donc là, j'ai de la difficulté à le dessiner, mais vous comprenez le principe. Donc je vais avoir une belle cylindricité au niveau de ma pièce. Et je vais aussi avoir un beau diamètre, une belle circularité de la pièce. Et en plus, je vais avoir une belle coaxialité entre l'axe de la pièce et l'axe de la référence. C'est comme si je faisais trois choses en même temps. Donc là, je le répète pour être sûr que vous avez bien compris, parce que c'est vraiment une notion qui est plus difficile à comprendre. Donc le battement total, ce que ça me permet de faire, trois choses en même temps. Ça va me permettre de vérifier la rondeur de ma pièce. Donc si je la regarde ici du bout, ma pièce va devoir être circulaire. En plus de ça, sur la longueur du cylindre, la pièce va devoir présenter une belle cylindricité. Ça veut dire que la pièce ne pourra pas avoir une conicité inverse ou ne pourra pas être, par exemple, de type concave, comme ça, ou convexe. OK? Forme de baril ou peu importe. Donc la pièce va devoir avoir une belle cylindricité. Et la dernière chose qu'on vérifie, c'est la coaxialité entre l'axe de la pièce, ici, et l'axe de la référence. Il faudra que ces mesures-là aussi soient correctes. Donc avec une seule mesure, qui est la mesure de battement total, je viens vérifier ces trois choses-là. Circularité, cylindricité et coaxialité. Le battement axial total, c'est une mesure aussi qui est assez restrictive. Donc on va vérifier, euh, dans le fond, exactement la même chose que si on faisait une mesure de perpendicularité par rapport à l'axe de la référence. Donc, ma référence m'a été identifiée ici et la surface de la pièce doit demeurer à l'intérieur d'une zone qui est deux plans parallèles qui sont distants de 0,05. Donc, c'est exactement la même chose qu'une perpendicularité par rapport à ma surface référence. On pourrait aussi vérifier le battement sur des pièces qui ont des conicités ou toutes sortes de géométries, mais qui présentent des formes de révolution. À ce moment-là, ça va être de définir c'est quoi les angles de conicité qui sont importants de respecter. Ici, on vient les mettre sous forme absolue. Et l'inclinaison de la flèche va être importante. Donc, voyez-vous ici la flèche sur mon dessin de détail qui vient pointer sur la surface. On a quelque chose qui est perpendiculaire ici, mais il pourrait y avoir un angle qui serait spécifié ici pour la vérification. Ce que ça donne comme résultat pour ma pièce, mais je vais avoir une espèce de tube de vérification, mais qui a une conicité à 15 degrés. Et ma surface réelle va devoir demeurer dans cette zone-là. Maintenant, on serait rendu à pratiquer un peu les différents symboles. Donc, pour l'exercice numéro 8, on va s'exercer à positionner des symboles de tolérance géométrique. Donc, l'objectif ici, ça va être de repérer les bons symboles, d'essayer d'apprendre la signification de chacun et de les appliquer de la bonne façon sur un dessin. Donc, je vais vous demander à l'exercice numéro 8 de faire un petit travail formatif. Je vais vous donner 2 points pour cet exercice-là. C'est un travail individuel. Ça devrait vous prendre environ 2 périodes, donc à peu près 2 heures. Et on va devoir compléter les pages de 59 à 64 dans vos notes de cours. Je vous fournis un PDF déjà préparé pour les exercices. Donc, vous n'avez pas à copier les pages dans les notes de cours. Donc, je vais vous fournir sur la plateforme Team, dans le groupe de tolérance, je vais vous fournir le PDF d'exercice à faire, qui va déjà être bien préparé. Vous devez inscrire les réponses à l'aide des outils de dessin de Acrobat Reader. Donc, faire des lignes, euh, des cercles, etc., les dessins, les copier-coller, etc., directement dans Acrobat. Et vous allez sauvegarder votre fichier avec votre nom, très important, pour que je sois capable de savoir qui a remis le document. Un truc que je vous donne, c'est de copier-coller les symboles qui vont être placés au début
du document. Donc, vous allez le voir, je vais vous le donner comme exemple tantôt. Je vous ai déjà préparé des petits symboles de tolérance géométrique pour pas que vous ayez à les redessiner à chaque fois. Donc, on a des petits symboles qu'on va juste avoir à copier-coller aux bons endroits sur les dessins. Il faut faire attention, les symboles et les chiffres vont être tournés de côté quand le rectangle au complet de tolérance est tourné de côté. Donc, par exemple, si j'ai une valeur de symétrie à l'horizontale, ça ressemblerait à ça. Bien, de côté, ça va ressembler à ça. Donc, c'est comme si je prenais tout le symbole et je venais lui faire une rotation dans ce sens-là. Donc, il faudra prendre des symboles qui sont tournés à 90 degrés lorsque vous avez un rectangle qui est comme ça. Donc, vous allez voir, je vous les fournis déjà bien préparés avec la rotation déjà faite. Vous aurez juste à les copier-coller. Maintenant, autre truc que vous devez faire attention, c'est le symbole diamètre. Okay? Ce symbole-là doit apparaître quand la surface est pointée. Quand la surface pointée, c'est-à-dire est un cylindre, un cône, une surface circulaire ou une surface sphérique. Donc, je vous en donne des exemples ici qu'on a déjà vus. Vous avez une surface cylindrique qui est représentée pour chacune des pièces et on a mis le symbole diamètre. Une autre chose importante dans cet exercice-là, c'est que je veux vous donner dans le fond des exemples supplémentaires de dessin. Puis c'est important de porter attention à c'est quoi le mécanisme qui est représenté sur les dessins, quels sont les symboles géométriques qu'on a utilisés et pourquoi on utiliserait des symboles géométriques pour ces différents exemples-là. Donc, c'est vraiment important que vous preniez de l'expérience et que vous regardiez les différents dessins, que vous portiez attention à c'est quoi le mécanisme qui est représenté et puis pourquoi je mettrais de la précision au niveau de la géométrie sur telle ou telle portion du mécanisme. Donc ça fait partie de l'exercice aussi. Donc, je ne veux pas que vous passiez les exercices rapidement, juste faire des copier-coller puis copier les chiffres rapidement sans se poser de questions, parce que ça fait partie de l'exercice, comme je vous dis, de prendre de l'expérience puis réfléchir au fonctionnement mécanique et à la précision qui est nécessaire pour chacun des éléments. Donc, je vais vous montrer un peu de quoi ça va ressembler comme exercice. Vous allez avoir au début du document PDF des symboles qui sont déjà placés, que vous pouvez sélectionner puis faire copier-coller. Donc, on va venir copier les symboles puis venir les coller aux bons endroits sur les dessins. Vous allez avoir aussi une description en texte. Donc, on vous dit dans cet exemple-là, le tenon est perpendiculaire à la surface B avec un IT de 0.1. À ce moment-là, le tenon, c'est cette portion-là ici. Donc, on me dit que le tenon doit être perpendiculaire, donc j'ai copié mon symbole perpendicularité. Mon IT, c'est 0.1, donc je suis venu copier mon symbole ici, ou pas mon symbole, mais ma mesure. Et la référence, c'est la surface B. Donc, j'ai juste ici fait un copier-coller, mais vous pourriez aussi réécrire les chiffres et les lettres avec les outils de commentaires en texte dans PDF. Donc, soit un ou l'autre, ce serait bon. Donc, vous devez remplir toutes les cases qu'il y a dans l'exercice. Vous avez quand même plusieurs pages à faire. C'est un peu tout le temps le même principe, c'est qu'on regarde la description, les éléments, les mesures qui sont données, et on doit remplir les cases de la bonne façon. Donc, je vous souhaite bonne chance avec ça. L'exercice numéro 8, donc la page 59 à 64, ça va être à remettre vendredi, le 24 avril, avant 17 h. J'ai mis 15 h, mais ça peut aller jusqu'à 17 h. Il y aura aussi une période de questions avant l'examen de jeudi prochain. Donc, on avait dit, je pensais le 16, qu'on a un examen ensemble le jeudi de 15 h à 17 h. Donc, soyez prêts pour l'examen. Vérifiez ça. Si vous avez des questions, je pourrais prendre un petit 15 minutes avant l'examen pour répondre à vos questions. Donc, bonne semaine à tous.